Alors ouais, la barre à roues est trop petite. Alors c'est pas la taille qui compte dans la vie, hein, heureusement. Euh, Ah ouais, le cul il touche pas. Je sens que ça va. S'il y a le moindre pet de vent qui se lève, je suis mal. À quand le départ? Alors, on aurait dû partir maintenant. Maintenant, c'est clair qu'on n'est pas encore au point. Bon les loulous, là on va s'occuper d'un truc important. C'est-à-dire que sous les matelas, ici, là, nous on n'a rien. Hein, donc il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Et ça occasionne un petit peu d'humidité en dessous là. Ce qui est pas forcément terrible. Donc on a acheté un sous-matelas, enfin je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de petit sommier en mousse là, machin, enfin qui est prévu pour. On va découper ça, puis on va le mettre, puis on va voir si ça marche. Parce que on va finir par faire pourrir les matelas, quoi, voilà, tout simplement. Donc je vais vous faire c'est quoi. Bon, c'est un petit matelas en mousse comme ça là, 2 cm d'épaisseur. On va le déballer, puis on va le découper à la bonne taille pour l'adapter là-bas. Bon allez, je vais enlever les matelas et puis on va bosser un peu. Démonstration. C'est mouillé quoi. Voilà, trempé. Un mètre 90 par 2 mètres, donc c'est bon. C'est bon. Ah, on sent bien, c'est rigide. Ah ouais. Le cul il touche pas. Je pensais que c'était bien tout mou et en fait sur la surface, ouais, ça tient bien. Bon, on a eu ça pour rien cacher, on a eu ça sur Amazon. On a dû payer 114 € je crois, une centaine d'euros. Je trouve que ça vaut le coup quand même. Hein. Voilà. Bon, à voir si ça marche. Hein. Bon, je trace, je coupe. Ça me donne. C'est bizarre comme truc, hein. C'est des milliers de petites lamelles. Par contre, on en fout partout. Bon, allez, je continue. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai coupé là, coupé l'arrière. Il me reste ce bout là à couper. Ça se coupe plutôt pas mal. Mais bon, faut quand même une bonne paire de ciseaux. Hein, parce que sinon, c'est raide. C'est raide. On va continuer de tracer. Bon bah nickel. Vraiment ça s'adapte bien dans tous les sens. Ça va, c'est un peu raide à couper quand même. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il faut une bonne paire de ciseaux. Au cutter ça coupe pas du tout. Donc voilà, c'est vite réglé. C'est ciseaux. On verra. Hein. Je vais vous tenir au courant de comment ça marche. Si ça marche. Donc voilà, là c'est en 2 cm d'épaisseur. Donc on va voir. Effectivement, quand on s'allonge dessus, on touche pas.
Je suis étonné que 2 cm ça s'écrase pas, alors que quand on regarde comme ça à la main, on a l'impression que ça va s'écraser tout de suite. Et en fait, rien que de poser la main dessus déjà, comme ça, on sent que c'est ferme, vraiment. Ouais. Donc ça va rajouter 2 cm de matelas supplémentaire. Voilà, bon, le but étant pas d'avoir un matelas supplémentaire, étant surtout d'éviter l'humidité qu'il peut y avoir voilà, en dessous, quoi. Voilà, on va voir ce que ça donne. Si ça marche, on en rachètera pour les autres, parce qu'on a la couchette de quart qu'il va falloir faire aussi, parce qu'on risque de dormir quand même assez souvent dedans quand on sera en navigation. Bon, et ben écoutez, je remets tout en place, et puis je vous dirai au fur et à mesure si dans les quelques jours ça a fonctionné ou pas. Voilà, de toute façon on verra bien, hein, d'ici demain, après-demain, si c'est remouillé, bah, c'est qu'il y a un problème. Là. Bon, on a tout remis. On va voir ce que ça donne. Bon allez, je vous tiens au jus dans les jours à suivre. Voir si l'efficacité est bonne. Bon. Allez, à suivre. Bon. Ici, j'ai mes prises de riz. Donc c'est pas celle-là, c'est voilà. Celle-là, ça c'est la 1. Il doit y avoir la 2, je sais pas où elle est. Bon, je sais pas. Bon, j'ai acheté de quoi faire mes oreilles de chien. Donc je vais les coudre. Comme ça sera fait. J'ai fait je vais dire comme une manille textile de secours pour faire un bouclage au cas où, mais je vais quand même coudre mes oreilles de chien correctement de manière à pouvoir prendre mes riz comme il faut. Bon allez, go, on y va, on va monter la voile et puis on va les faire au fur et à mesure. Le but du jeu, c'est que ça crochette là-dedans. Donc celui-là, il va pas être très grand. On va le mettre comme ça à peu près. Voilà. Et lui, il va venir là. Et lui, il va venir derrière. Bon, allez. Je vais prendre la mesure. Bon, voilà. Là, elle est bloquée derrière. Là, elle est là. Et ça va venir là. Comme ça. Reste plus qu'à coudre. Donc là, avec un fil à voile, je couds le truc pour pas qu'il bouge. Parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Et je ferai la couture, la vraie couture en réalité, par-dessus. Voilà, ça c'est juste pour bâtir, on va dire. Voilà, pour pas que tout le système bouge, parce que ça reste du nylon quelque part. Hein. Donc ça glisse. Donc là au moins, ça bouge pas, je peux coudre en toute tranquillité. Voilà. J'espère que le vent va pas se lever, parce que sinon, je suis marrant. Si le vent se lève, je suis obligé de... Là, je suis au port, je suis obligé de virer ma voile. Ouais, je me dépêche. Bon. Là, mon riz, il est pris. Là, on va être bon. Et là, voilà. Nickel. Impec. Ça, je peux le prendre du côté que je veux. Tribord ou bâbord, peu importe. Sur la mûre que j'ai besoin. Là, ici, je le défais. Et je peux le crocheter de l'autre côté ici, si je veux. Voilà, au choix. Bon, bah celui-là il est bon. Bon allez, je vais faire le riz numéro 2 pendant qu'il n'y a pas trop de vent, et puis après à la limite, s'il y a du vent, j'enlèverai la voile complètement, puis je la ferai à l'intérieur. Mais une fois que les mesures sont prises, c'est bon quoi. Bon allez, je fais le deuxième riz là.
là, ici. C'est dommage, hein. Elle fait que 27 mètres carrés cette grand voile. Elle est petite. Et il n'y a que 2 riz. Une voile un chouïa plus grande. Il est sous-toilé en fait. Sous-toilé. Il manque un bon 10 mètres carrés. Voilà. Il y aurait un 10 mètres carrés, un riz de plus. Enfin, 10 mètres carrés en tout, hein, c'est-à-dire génois et grand voile. S'il y avait 5 mètres carrés, mettons 4-5 mètres carrés de plus en GV et 5-6 mètres carrés en génois. Il aurait fallu, là il y a 27, 30, 32, ça aurait été bien. Voilà, avec un riz de plus. Et pour le génois, il fait 55, 60, 65, ça aurait été bien. Par petit temps, voilà. Un gros déplacement quand même. Ça veut dire que là, je prends pas de riz jusqu'à 20 nœuds. 20, 22, 20, 22, ça commence à... Voilà, on a eu 20 nœuds, il n'a pas bronché un caramel, donc c'est l'avantage. Voilà, c'est un bateau plutôt de gros temps que de petit temps, quoi. Voilà, le déplacement est lourd. Bon allez, je fais mon deuxième... ma deuxième oreille de chien, là, qui va venir là. Allez, c'est la même. Bon, la deuxième a été mise en place. Donc elle y va. Voilà, je vais pas trop forcer. Pareil, je vais faire une couture à blanc dessus pour qu'elle tienne. Et puis après, je ferai la couture définitive. Voilà, comme ça, pareil, c'est recto verso. Je peux la mettre ou à droite ou à gauche, comme on veut. Pas de problème. Bon allez, je fais ça pendant qu'il n'y ait pas de vent. Parce que là, je sens que ça va... S'il y a le moindre pet de vent qui se lève, je suis mal. Bon. On est bon. Impec. Impeccable. Bon, bah, j'ai plus qu'à faire les coutures définitives. Là c'est une couture provisoire. Hein. Voilà, comme je disais, hein, c'est juste pour tenir. Voilà, au moins ça me permet de... Là, je vais prendre mon deuxième riz pour voir ce que ça donne. Allez, je vais faire... Bon, on est bon. Voilà. Nickel. Bon, il n'y a plus qu'un coup définitivement. Bon, allez, là tout est cousu. Nickel. J'ai fait 2 allers-retours avec une double couture. Il va peut-être pas se barrer. Hein. Puis s'il faut, bah, à la limite, je remettrai encore une sangle. Là, il y a 5 épaisseurs. Celle du dessous, il y en a 4. Avant de péter 5 épaisseurs, il va falloir y aller. Hein. Surtout que c'est des épaisseurs de... C'est de la ligne de vie au départ que j'ai coupé. Donc 5 épaisseurs avant de la péter. Enfin bon. On sait jamais, hein. Enfin bon, voilà. Enfin voilà. Au moins ça c'est fait. La deuxième, bah, il n'y a plus qu'à la coupe de main. La deuxième, elle est là. Elle est ici. Là. Hop, dans le petit crochet. Je sais pas si on la voit, elle est derrière. Bon. Bon, les petits loulous. Je vais tout remballer parce qu'il va faire nuit. Et puis, bah, je fais la suite demain. Allez, ciao. Bon. Ben voilà, j'ai fini ma prise de riz. Là. Avec celle du bas, celle du haut. Tout est fait. Il y a un de ces empilements de... Oh la vache. Pas facile d'aller enlever la manie. Là, les coulisseaux, ça empile sur 80 cm de haut. Là, je suis pas assez grand. Bon, on fait avec. Bon, allez, mes 2 prises de riz sont faites, c'est nickel. Voilà, je suis très content. C'est impeccable. Voilà. Voilà les 2 là. Rien, riz 2. Allez, tout ça en 5 épaisseurs.
Il va pas péter tout seul quand même. Bon bah allez, je remballe, parce que là il va faire nuit, et je vais me faire attaquer par les moustiques. Enfin, je suis attaqué par les moustiques. Bon allez, ciao, bonsoir. Bon. Je vais faire un petit bonnet turc sur ma barre. Ce sera plus facile. Puis déjà, au niveau tactile, ça permet d'avoir un repère sans regarder. Quand on touche la barre, on sent le bonnet turc. On va faire ça là-bas. Allez, go. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Oh, vous avez plein de tutos hein, sur internet pour faire ça. Voilà, ça fait un bon repère. Moi j'avais fait un petit truc vite fait là comme ça avec un petit bout de fil, un bout de câble rose, enfin je sais pas c'était quoi exactement. Mais on le sent pas trop bien. Donc on va refaire ça comme ça. Déjà là on le sent un peu mieux. Après il faut bien le serrer. Et puis ça reste bien en place. Voilà. Enfin je vais vous faire voir une fois fini quoi. Voilà. Maintenant, bon je vais pas vous faire voir comment on fait, hein. C'est assez simple à faire. Puis comme je vous dis, il y a plein de tutos sur internet qui vous montrent des trucs comme ça, quoi. Donc c'est une petite connerie, voilà. Mais c'est sympa quoi. Voilà. Là grosso modo il est fini. Il ne reste plus qu'à le serrer, donc on va le mettre bien à sa place. Voilà. Donc là moi sur la barre il va être comme ça, barre à 0. Hop, là. Et il n'y a plus qu'à le serrer tout doucement. Voilà, brin par brin. Un jeu de patience quoi, et de temps. Voilà, mais bon c'est pas très compliqué. Voilà, on reçut le truc et on serre, jusqu'à que ça bouge plus. Voilà, le maximum. Bon. Ça passe une heure. Même pas, une demi-heure. Bon bah voilà, fini. Le tout c'est de serrer comme il faut. Le plus compliqué c'est de tout serrer. Pas vraiment de le faire, hein, c'est que ça tienne bien quoi. Normalement ça bouge pas. Bon voilà, ça c'est fait. Allez, je mets une petite croix dans la case. Bon les petits loulous, on a des questions-réponses. Parce que il y a des tas de gens qui ont posé des questions que j'ai pas pu répondre vraiment, parce que sinon ça fait une grande tartine à écrire dans les commentaires. Donc je vais répondre aux quelques questions qui ont été posées. Voilà, alors il y avait quoi? Alors, quel est le retour sur l'isolation thermique que tu as mis? Très très bien, nous on a utilisé de l'Armaflex en 1 et 2 cm. On en a mis donc dans les soutes derrière, j'en ai mis le plus possible dans la baille à mouillage, j'en ai mis derrière dans les soutes là-bas. Très très bien, on n'a aucune condensation, ça fait un très bon phonique, très bon thermique, vraiment. Je suis même étonné que 1 cm d'Armaflex puisse être aussi efficace. Par contre c'est un peu galère à poser parce qu'une fois que c'est collé, hein, faut pas se louper quoi. Mais sinon en efficacité c'est vraiment très très bien. Je pense surtout aux gens qui ont des bateaux par exemple en plastique, en fibre de verre et ils ont besoin d'isoler par exemple pour faire ça se colle très très bien et ça s'arrondit très très bien, c'est un très bon produit, voilà, très bien, je recommande. Qu'avez-vous comme type de voile? Alors bon, je vais me répéter, alors on a une grand voile de 27 mètres carrés avec 2 riz qui est un peu petite, hein, c'est un peu sous-toilé. On a un génois de 55 mètres carrés. Il manquerait aussi un petit peu de quelques mètres carrés, mais bon. Donc généralement le bateau jusqu'à une vingtaine de nœuds, j'ai pas besoin de prendre de riz, tout va bien. J'ai un Foc numéro 2 de 18 mètres carrés qui est endraillé directement sur l'été largable. Et je vais avoir une trinquette arisée, une trinquette baumée. Voilà, de 11 mètres carrés et de 7 mètres carrés. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai que ça pour l'instant. Donnez-nous un retour sur le fonctionnement du frigo. Alors sur les deux frigos, alors pour l'instant, là ici on m'a dit que ça marcherait pas. Ça marche très très bien en navigation, même avec 30 degrés de gîte, le frigo il a pas bronché.
On n'a pas eu de soucis du tout, du tout, du tout. Il faut juste faire attention à ce que quand on l'ouvre, tout ne tombe pas. Voilà, que ça retombe pas en arrière. Donc il suffit de mettre ça dans des barquettes, trouver des machins en plastique pour caler. Mais sinon, le frigo fonctionne très très bien, hein. Il n'y a pas besoin d'un frigo 12 volts gaz ou je sais pas quoi qui vaut 1 200 euros. Ça vaut 180 euros chez Boulanger pour nommer personne. C'est parfait, hein. Franchement ça marche très très bien. On a essayé donc aussi la Vevor qui fait 45 litres. Parfait, super, on l'a essayé sur le courant, on l'a essayé sur le 12 volts, on l'a essayé sur la Bluetooth. Ça fonctionne impeccablement bien. J'ai pas encore essayé Enfin là, elle est en mode frigo. Elle est pas en mode congélateur. Donc en mode frigo, c'est-à-dire à 6 degrés, parfait, parfait. Franchement, c'est parfait. Avez-vous de la condensation à l'intérieur sur les hublots? Alors oui, 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 oui. Alors on a pas mal de condensation sur les parties métalliques. Tout ce qui n'est pas isolé, qui est métallique, il y a tendance à avoir de la condensation, comme l'aluminium autour des hublots. Ça, il y a de la condensation, c'est-à-dire on est obligé d'essuyer tous les matins, enfin et même tous les soirs avant d'aller se coucher, pour éviter que ça coule vraiment. Parce que vraiment, là aujourd'hui il fait 8 degrés dehors, on met 19 degrés à peu près à l'intérieur du bateau. On a de la condensation, on a des parties métalliques comme les supports de cadène qu'on voit ici là par exemple, ici là. Donc ça, ce genre de choses, oui, ça a tendance à condenser un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. On a quelques petites gouttelettes d'eau. Le pire, c'est les hublots en aluminium. Donc là, ça pisse vraiment, quoi, vraiment. Faut qu'on trouve une solution à ça. Donc il y a peut-être un déshumidificateur électrique. Alors ça fait encore de l'énergie à dépenser, à rebrancher des choses pour... voilà, mais... là, j'ai pas vraiment de solution, hein. On a essayé chauffer, pas chauffer, ventiler, pas ventiler. Il y a systématiquement de la condensation sur l'aluminium. Sur l'aluminium, toutes les parties isolées comme là, les plafonds, tout ça, ça fonctionne. Tout ce qu'il y a d'isolation, nickel. Par contre, l'aluminium condense. Beaucoup. Donnez-nous un avis sur votre sous-matelas. Ah oui, alors ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien en 2 cm d'épaisseur. Comme je disais dans la vidéo, on a payé ça dans une 110 euros, quelque chose comme ça. Et ça fonctionne très très bien, on le trouve dans plein de sites. Nous on l'a eu sur Amazon, bah on est tombé comme ça. Et franchement, le matelas est plus du tout mouillé. Là, ça fait une semaine qu'on a mis le truc en place et le matelas est plus du tout mouillé. On a eu au début encore un petit peu d'humidité sur le bois qui a fini par se résorber. Ça doit dépendre aussi de la météo, hein. Si le temps est humide ou pas humide, je pense que ça doit générer beaucoup plus d'humidité à l'intérieur du bateau. La cellule est petite à l'avant, donc bon. Mais sinon, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, franchement. Alors, on a eu une question sur le panneau de la grand voile. Alors le panneau de grand voile, oui, effectivement, il a été mis entre guillemets à l'envers. Parce que normalement, on doit le tirer vers soi, mais normalement, il n'y a pas de capote de descente. Donc, normalement, l'accessibilité se fait du cockpit. Là, j'étais obligé de le tourner dans l'autre sens parce que quand on met la capote de descente, on se retrouve à avoir l'écoute face à la capote. Et en définitive, ça frotte sur le cristal qu'il y a dessus. Donc, je l'ai remis dans l'autre sens de manière à pouvoir que ça soit accessible. Par contre, c'est pas pratique du tout. Là, voilà, le système est merdique, ça va pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter et je vais faire un retour vers le mât et revenir vers le cockpit. Donc, je vais me trouver un winch et quelque chose et puis remoduler ça autrement pour que ce soit un peu plus viable et sécurisé. Parce que là, ça veut dire qu'il faut sortir à l'extérieur du bateau, quel que soit le temps, pour pouvoir régler sa grand voile. C'est pas gérable. Voilà, c'est pas. Là, pour l'instant, on fonctionne comme ça sur les quelques sorties qu'on va faire, mais très rapidement, je vais changer le système, bien sûr. On a eu une question sur Navionics et la tablette, sa consommation électrique. Oui, alors la tablette, très bien. Nous, on a une Lenovo, Lenovo, c'est quoi? Oui, Lenovo. De base, voilà, pas forcément très puissante, en 11 pouces, un truc comme ça. Ça consomme, ça tient pas la journée avec Navionics, donc on met une batterie externe. Par contre, j'ai prévu, comme sur la photo, j'ai prévu donc une alimentation électrique en 12 volts à côté de la barre, de manière à pouvoir brancher un téléphone ou éventuellement la tablette pour naviguer plus longtemps. On navigue à peu près 3 quarts de la journée avec Navionics. Branché dessus et on est à 20% arrivé à 4 heures de l'après-midi quoi. Donc ça consomme beaucoup quand même. Par contre j'étais étonné, moi je n'ai quasiment jamais navigué avec Navionics, c'est la première fois que je mets ça en route et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Moi je suis plutôt carte et règle crasse
Voilà, tout simplement. Mais là, j'ai eu l'occasion de naviguer, comme vous avez vu, dans le brouillard, où on voit pas à 20 mètres. Et ben, on se dit quand même, c'est rassurant. Voilà, quelque part, ça a un côté positif. Moi qui aimais pas trop ces trucs-là, j'avoue que c'est quand même très très utile. Je pense la nuit et par temps de brouillard par exemple, ou même en navigation, ça reste quelque chose de très fiable, quoi. On a un GPS qui est très très fiable dessus, quoi. Je suis étonné, c'est très très bien. Vraiment, c'est très bien. Voilà. On nous a fait remarquer que la barre à roues était trop petite. Alors ouais, la barre à roue est trop petite. Alors c'est pas la taille qui compte dans la vie, hein, heureusement. En fait, la barre à roue, la taille fait que si elle était plus grande, elle frotterait sur les bancs. Le défaut de cette barre, en fait, je dirais, c'est la hauteur. Elle est peut-être pas assez haute. Moi, je fais 1,80 m et j'ai tendance à être un petit peu appuyé dessus. Elle aurait été 20 cm plus haute, ça aurait été mieux, ça aurait permis effectivement de la mettre un petit peu plus grande peut-être. Maintenant, elle est très très souple et la démultiplication, les engrenages qu'il y a à l'intérieur avec la chaîne fait que on barre très très bien. Il y a pas de souci. C'est pas gênant. La taille là n'est pas gênante. On arrive à virer de bord sans problème. Je vois pas où est le problème. J'ai eu l'occasion de regarder un film avec Bernard Moitessier sur Josua. Sa barre, elle doit faire 40 cm de diamètre. Donc c'est pas, ça dépend de la démultiplication qu'on a derrière. D'avoir une barre qui fait 1,50 m de large, ça doit être en fonction des bateaux et en fonction de la taille du safran. Enfin, je sais pas, mais en tout cas là, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Quel type de problème avons-nous rencontré en navigation? Alors proprement dit, en navigation, on n'a pas rencontré réellement de problème, à part voilà, le génois qui a du mal à passer, donc il faut l'enrouler un petit peu pour faire passer le baïté. Bon, ça c'était un petit problème technique qu'il faut mettre au point. Non, le plus gros problème qu'on a eu, c'est le déplacement à l'intérieur des ports sur les manœuvres de port. Parce que, en définitive, moi j'ai une hélice avec un pas à gauche, un pas à droite, et en définitive, le bateau tourne, enfin vire très très bien en arrière sur bâbord. Il n'y a aucun problème. Par contre, sur tribord, il n'y va pas du tout. C'est-à-dire que barre à tribord, marche arrière, il part sur bâbord d'avant avant de partir sur tribord. C'est un peu le problème, il va falloir gérer ça. Donc heureusement qu'il fait des demi-tours sur lui-même très facilement. Mais il veut absolument pas reculer sur tribord. Mais absolument pas. C'est très très long, il faut deux longueurs de bateau, il faut plus de 20 mètres. Ouais, largement 20 mètres pour commencer à tourner. C'est un problème, faut le gérer, faut le savoir. Je me suis fait surprendre un petit peu, mais bon, maintenant que je le sais, je peux opérer autrement. Voilà, me mettre du bon côté. Le pas de l'hélice joue beaucoup sur la direction. Voilà, et le gouvernail est moins sensible de ce côté-là. Voilà, il croche pas. Faut de la vitesse, faut de l'air. À quand le départ? À quand le départ? Alors, on aurait dû partir maintenant. Maintenant, c'est clair qu'on n'est pas encore au point. Il y a encore des choses à refaire sur le bateau, à vérifier. Il y a des choses à modifier, comme le palan d'écoute, voilà, enfin des choses comme ça, qu'il faut remettre bien, parce qu'on partira pas avec un système comme ça. Un minimum de sécurité. Et puis là, on va arriver dans la période décembre, janvier, février, où c'est pas forcément le mieux pour traverser le golfe de Gascogne. Donc voilà. Ne connaissant pas forcément très bien le bateau, je pense pas que ça soit encore la bonne période. Donc on va voir comment la météo se présente, mais je pense que ça va être repoussé certainement au mois de mars. Voilà, ça va nous laisser du temps. Peut-être moi rebosser un peu plus pour remettre un peu de sous dans la caisse aussi. Voilà, pourquoi pas. Ça me laisse un peu de temps et puis ça nous laisse surtout du temps pour nous préparer sereinement, quoi. Voilà. Avez-vous un radar? Oui, on a un radar, on a un Furuno Mach 2 que je ne sais pas trop bien me servir, donc il est d'origine du bateau, enfin d'origine, il était sur le bateau quand on l'a acheté. J'ai la notice d'emploi pour, voilà, faut que je me mette dessus. Il marche très très bien, mais je sais pas l'interpréter, voilà. C'est un écran monochrome, là, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, il n'y a pas de couleur dessus, hein, et c'est un peu bizarre vraiment à choper le truc, quoi. Vraiment, faut... on m'a montré que la Charente, par exemple, m'a dit bah là, ça c'est la Charente. Il faut savoir l'interpréter. Hein. Donc, je pense qu'il y a des réglages à faire dessus. Voilà, donc je vais essayer de trouver quelqu'un dans le port qui a un Mach 2 parce que c'est vraiment un radar qui a été énormément vendu. Donc, il y a beaucoup de bateaux comme ça. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un Mach 2 et qui pourrait me former un petit peu quelques heures pour dire que je puisse m'en servir. Voilà, parce que là, franchement, c'est la première fois que j'ai un radar et ce modèle-là, je le connais pas du tout, quoi. Voilà. Alors, on a eu une question aussi sur les batteries Bluetooth et les panneaux solaires. Ouais, bah la Bluetooth, en fait, je me répète, hein, mais en tout cas, la Bluetooth, elle a bien fonctionné. J'ai pas eu de soucis. Tous les essais que j'ai fait avec, c'était concluant.
Mine de rien, c'est du complément, attention, hein, c'est-à-dire que ça me permet de ne pas tirer sur mes batteries de servitude, c'est ça le but. Hein. Je m'en sers pas forcément tout le temps de l'abouti, mais par exemple là on a fait des essais en disant bah si on met le pilote et est-ce qu'on met le frigo par exemple sur l'abouti, c'est possible. Donc bon, on peut faire marcher le 220 volts sur l'abouti sans problème quoi. Donc quelque part, je pense que ça peut être un bon élément de complément, vraiment de complément. Voilà. Si on n'en a pas, on n'en a pas, c'est sûr, on va utiliser les batteries. Maintenant, qu'on en a une, ça permet de jongler et de conserver un maximum de capacité dans ces batteries au cas où quoi. Voilà, surtout sur des navigations de nuit avec le pilote, ça consomme quoi. Les panneaux solaires ont bien fonctionné aussi. On n'a pas eu de problème, c'est-à-dire toute la consommation 12 volts qu'on a eu, on a eu bon, un peu de moteur, donc ça a bien chargé, mais le 12 volts via les panneaux solaires, rien à dire. C'est illico, dans les 2 heures qui suivent le lever du jour, les batteries sont chargées, ça va très très vite quoi en réalité. 400 watts, ça va très très vite. Franchement, ça marche bien. Est-ce que le bas été est largable? Non, non, bah non. Le bas été n'est pas largable. Souvent, on m'a dit, bah faut le faire largable pour. Bah non, je peux pas parce qu'en fait, il fait partie intégrante du mât, enfin du haubannage. Donc, j'ai un été largable qui est en parallèle au génois. Donc voilà, qu'on peut endrailler donc ce fameux phoque de 18 mètres carrés ou d'une autre voile. Enfin, moi, j'ai un phoque de 18 mètres carrés. Phoque numéro 2. Mais le bas été sert à la trinquette, donc il est en poste fixe parce que la trinquette doit être mise en place avec une baume, hein, c'est une trinquette baumée, donc comme vous avez vu peut-être dans les vidéos d'avant, donc je peux pas l'enlever, je peux pas le faire largable, du tout, voilà. Ton avis sur les vestes de quart? Ah ça c'est vraiment très bien, d'ailleurs merci encore Stéphane et Quick Marine, parce que franchement très confort, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment de la doudoune super sympa quoi, c'est très confortable, c'est agréable, c'est très étanche, ça ne gêne pas quand elle monte vraiment assez haut, la capuche, enfin j'ai pas de... Les poches dedans, enfin les poches, il y a des poches étanches dessus en plus, enfin c'est très très bien fait, franchement c'est très très bien fait, on transpire pas dedans, c'est très bien ventilé, je suis très très content de mes vestes, vraiment très content. Donc c'est des vestes Gill, donc la qualité est vraiment top, vraiment top. On a essayé plusieurs types de vestes, alors il y en a qui sont encore mieux, on va dire, alors, forcément ça dépend du prix qu'on met dedans, mais là rapport qualité-prix, très franchement, bah, je trouve que c'est de la veste vraiment excellente. Gill c'est une très bonne marque hein, en réalité. Est-ce que vous allez continuer les vidéos? Ah bien sûr, donc là aujourd'hui on est un peu le cul entre deux chaises parce que on fait des essais de navigation, après on va travailler sur le bateau, donc le chantier bateau est quasiment fini on va dire, voilà, on va bientôt passer au voyage, mais là on est un peu entre deux, c'est-à-dire que là pour l'instant à Rochefort bah, on va faire des essais de navigation, on va faire des tests, on va essayer d'améliorer au mieux avant de partir, essayer d'être le plus près possible, voilà, malgré qu'un bateau est jamais prêt, il y a toujours des choses à faire, on va essayer d'être le plus sécurisé possible, voilà, et on continuera les vidéos bien sûr, alors peut-être un peu plus espacé, parce que si j'ai rien à faire ou rien à dire, bah, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos non plus, mais effectivement pendant le voyage il y aura des vidéos, voilà, bah, c'est sûr. Bon en tout cas, merci à vous d'être restés, merci de votre fidélité, et puis bah, je vais vous souhaiter un bon week-end, et puis à la prochaine. Allez, salut! Quick Marine. Outillage de pêche, accastillage, vêtements sportwear, bateau-école pour apprendre à naviguer en toute sécurité. Quick Marine sur le port de Plaisance à Rochefort, bassin numéro 2.